Imaginez, il y a 1000 ans, on est sur la côte de ce qu'on appelle aujourd'hui Terre-Neuve. Là, un petit groupe de Vikings vient d'établir un campement, tout seul à Lance aux Meadows. Devant eux, un continent immense et inconnu. Et eux, ils sont convaincus d'être les premiers. Mais ils se trompaient royalement. Eh non, parce que depuis qu'ils avaient posé le pied sur ces rivages, les Vikings n'avaient jamais été seuls, loin de là. Au-delà de leur campement fait de tourbes et de bois, derrière les falaises, il y avait une terre qui était habitée depuis des millénaires par des peuples autochtones. C'était inévitable, deux mondes étaient sur le point d'entrer en collision. Alors, section 1, un premier contact fragile. Et là, on pourrait tout de suite s'imaginer des haches qui volent, une grosse bataille, mais non. Contrairement à ce qu'on pense, la première rencontre entre les Vikings et ceux qu'ils appelaient les Skrellings dans leur saga, eh bien, ça n'a pas du tout commencé comme ça. C'était plutôt un face-à-face, oui, mais un face-à-face tendu, plein de méfiance, c'est sûr, mais aussi rempli d'une immense curiosité. Imaginez la scène. Une plage, perdue dans la brume. D'un côté, on a les explorateurs norrois, avec leurs manteaux de laine, leurs outils en fer, et de l'autre, les chasseurs locaux, les arcs à la main, silencieux. Eux, ce sont les maîtres du territoire. C'est vraiment la rencontre de deux univers qui n'auraient jamais dû se croiser. Et ça se passe là, pour la toute première fois. Et qu'est-ce qui se passe? Un genre de troc s'installe, vraiment silencieux, prudent. Personne ne veut faire de faux pas. Les Vikings, eux, ils offrent ce qu'ils ont de plus précieux. Des objets en fer. Pour les peuples locaux, le fer, c'est quasiment de la magie. Alors en échange, ils reçoivent des fourrures, de la nourriture, des choses absolument essentielles pour que les Vikings puissent survivre ici. Cette plage de Lance aux Meadows, elle devient donc une sorte de marché. Un marché vraiment fragile, hein, tenu par un fil. D'un côté, le besoin de survivre, de l'autre, la méfiance qui est toujours là. Ces échanges deviennent de plus en plus fréquents. Un équilibre s'installe, c'est vrai, mais on sent bien que c'est précaire. La question, c'est pour combien de temps? Et voilà, section 2, un choc culturel qui explose. Parce que cet équilibre, il ne pouvait pas durer. C'était écrit dans le ciel. La curiosité des débuts, elle va tranquillement laisser la place à la peur, à l'incompréhension. Et ça prépare le terrain pour un conflit qui devient inévitable. La dynamique change complètement. Les Skrellings arrivent maintenant en plus grand nombre. Ils sont plus audacieux, ils s'approchent du camp, ils inspectent tout. Et pour la petite poignée de Vikings, clairement en infériorité numérique, le sentiment change. Ils ne se sentent plus comme des explorateurs, non. Ils commencent à se sentir comme une minorité assiégée. Et le point de rupture, le moment où tout bascule, c'est un incident qui a l'air de rien. Les Skrellings veulent goûter au lait. Alors les Vikings, bien intentionnés, sortent une de leurs vaches. Mais là, la vache, elle meugle. Un cri fort. Pour les Vikings, c'est normal. Mais pour les Skrellings, qui n'ont jamais entendu ça de leur vie, c'est un présage monstrueux, une menace. Et juste comme ça, la paix fragile vient d'exploser en 1000 morceaux. Là où il y avait de la curiosité, maintenant, il n'y a plus que de la terreur. Et de l'humiliation. C'est fini. La confiance est brisée pour de bon. Les Skrellings repartent en silence. Et les Vikings, eux, comprennent, mais beaucoup trop tard, qu'ils viennent de commettre une erreur monumentale. Bon, on arrive à la section 3, la bataille pour le Vinland. Et là, le ton change du tout au tout. La tension qui couvait depuis des jours, elle explose. On entre dans une guerre ouverte. Imaginez. Le matin, c'est calme. Et soudain, des pirogues. Des dizaines de pirogues qui sortent de la brume. À bord, des guerriers autochtones, les arcs déjà bandés, prêts à tirer. Ils foncent droit sur le campement. Les flèches se mettent à pleuvoir, et le premier Viking tombe. Le choc est brutal. C'est là que les colons réalisent à quel point ils sont vulnérables. Ils sont une poignée face à une armée qui connaît le terrain par cœur. Et le pire, ils ne peuvent même pas fuir. Leurs dracars sont en réparation. La mer, qui a toujours été leur voie de secours, devient un piège. Il n'y a aucune issue. Le campement se transforme en champ de bataille. Alors, il ne leur reste qu'une seule option, tenir, coûte que coûte. Ils sont acculés, ils doivent se battre pour leur vie. On passe à la section 4, une héroïne désespérée et improbable, parce qu'au milieu de ce chaos total, alors que les Vikings sont sur le point de perdre, une figure complètement inattendue va faire quelque chose qui va tout changer. Alors que les hommes reculent, une femme enceinte, oui, enceinte, s'empare de l'épée d'un guerrier mort. Elle déchire sa tunique, expose son ventre et frappe la lame de l'épée contre son bouclier en poussant un cri à glacer le sang. Cette image, elle vient tout droit des sagas. C'est un acte de défi complètement fou, un mélange de vie et de mort, de fureur sacrée. Et les Skrellings, ils sont sidérés, stupéfaits.
Devant cette vision, ils arrêtent tout et ils se retirent dans la brume. Ça montre parfaitement le choc culturel. Pour eux, ce n'est pas juste une femme courageuse, c'est une manifestation de puissance spirituelle, quelque chose de terrifiant. Alors, effrayés, ils battent en retraite. Et le campement est sauvé. Du moins, pour le moment. Ce qui nous amène à la section 5, la victoire empoisonnée. Oui, les Vikings ont survécu. Ils ont gagné la bataille. Mais c'est une victoire qui a un goût terriblement amer, parce que leur rêve d'une colonie paisible en Amérique vient d'être brisé. Pour toujours. Le coût psychologique est juste immense. Pensez-y, ils sont complètement isolés. Aucun renfort ne viendra du Groenland avant des mois, si jamais il en vient. Leurs navires sont à la merci du temps. Et surtout, ils sont sur un territoire qu'ils ne connaissent pas, alors que les Skrælings, eux, connaissent chaque rocher, chaque arbre. C'est devenu insupportable. L'illusion d'un nouveau monde pacifique, c'est terminé. Maintenant, chaque bruissement de feuilles peut être une flèche. Chaque fois qu'ils sortent pour chercher de la nourriture, ça peut être un piège. La peur s'est infiltrée partout. Ce paysage qui semblait si prometteur est devenu un ennemi. Et on arrive au dernier chapitre. Section 6, un rêve abandonné. C'est la fin de l'aventure au Vinland. Le moment où la décision inévitable est prise, il faut partir, quitter ce monde qui est devenu beaucoup trop hostile. Et les archéologues à L'Anse aux Meadows nous le confirment. La présence viking a duré entre 3 et 10 ans. C'est tout, c'est incroyablement bref. Ce n'était pas une colonie qui s'installait pour de bon, c'était plus un poste avancé, une tentative qui, au final, a échoué. Au fond, c'est vraiment une accumulation de choses qui a mené à l'abandon. L'hostilité constante, bien sûr, l'isolement extrême. Les récompenses étaient pas mal incertaines pour un coût humain aussi élevé. Et on soupçonne aussi des conflits à l'interne, de la fatigue. Bref, le fardeau est devenu trop lourd. Alors, un jour, les Vikings ont tiré leur navire vers la mer pour une dernière fois. Ils ont hissé les voiles et ont tourné le dos au Nouveau Monde. Le Vinland, ça allait rester un rêve brisé, une promesse qui leur avait coûté beaucoup, beaucoup trop cher. Mais même si cette rencontre a été brève, même si ce rêve a été brisé, ça a laissé des traces bien plus profondes qu'on pourrait le croire. Alors la question qu'on doit se poser, c'est comment ce petit camp oublié, occupé à peine quelques années il y a 1000 ans, comment a-t-il pu changer l'histoire pour toujours?